15 mars 2026, il est 18h45 à Paris. Le combiné vient à peine de retomber sur son socle que déjà dans le bureau présidentiel de l'Élysée, Emmanuel Macron se tient debout le teint cireux. Ce qu'il vient d'entendre, inconcevable. Sébastien Lecornu, ce premier ministre qu'il avait installé à Matignon 18 mois plus tôt, vient de lui claquer la porte au nez. Démission, définitive, sans retour. Quelques minutes auront suffi pour plonger le chef de l'État dans la pire tourmente de son second quinquennat. Et ce qu'il ne soupçonne pas encore, c'est que les 24 heures à venir ne seront pas une simple transition gouvernementale, mais l'effondrement pur et simple de son autorité. Une capitulation, en direct. Sébastien ne peut pas me faire ça. Voilà ce qu'il répète, arpentant la pièce de long en large. Jusqu'au dernier moment, il avait voulu croire à un bluff, une pression, une manœuvre pour obtenir davantage. Mais le timbre de voix au téléphone lui n'avait laissé aucune place au doute. Fini, terminé. Pendant ce temps, l'information fuite déjà. BFM TV dégaine la première son flash spécial. Sébastien Lecornu présente sa démission à Emmanuel Macron. En l'espace de quelques minutes, à peine, toutes les rédactions du pays sont en ébullition. Le séisme politique est lancé. À l'Élysée, la panique, tout simplement. Alexis Kohler, le secrétaire général, dégaine l'arme des grands jours cellules de crise convoquées en urgence. Une dizaine de conseillers s'entassent dans le salon doré et le verdict tombe glacial. Nous avons peut-être 48 heures avant que tout nous échappe. Macron, lui, n'a pas perdu une seconde. Déjà, le téléphone est collé à son oreille. Trouver un successeur et le trouver maintenant. Sauf qu'une question brutale s'impose aussitôt qui pouvait bien prendre la relève de Lecornu. L'affaire s'annonçait nettement plus épineuse qu'il ne l'avait imaginé. Passez-moi Édouard Philippe. L'ordre fuse sec vers le secrétariat, évidemment. L'ancien locataire de Matignon, désormais patron de la mairie du Havre, coche toutes les cases du métier du respect, une capacité à fédérer bien au-delà du camp présidentiel. Le choix naturel presque évident. 19h30, Philippe décroche. Emmanuel, je viens d'apprendre pour Sébastien, c'est regrettable. Et voilà Macron qui enchaîne, implorant presque. Édouard, j'ai besoin de vous. La France a besoin de vous. Mais la réplique tombe sans appel comme un coup péré. Monsieur le Président, ma place est au Havre. Je vous souhaite de trouver la bonne personne, mais ce ne sera pas moi. Premier refus. Dans la figure. Macron accuse le coup, mais rebondit dans la seconde. Bruno Le Maire lance-t-il. Le ministre de l'Économie, l'expérience, la crédibilité à l'international, la stature. Tout y est. 20 heures. Problème. Le Maire est à Bruxelles en plein conseil des ministres européens. Qu'à cela ne tienne, Macron compose directement son numéro personnel. Bruno rentrait immédiatement. J'ai une proposition pour vous. Et là encore la douche froide. Emmanuel, je vous suis loyal, mais Matignon, ce n'est pas pour moi. Je préfère rester à Bercy. Dans l'entourage présidentiel, l'angoisse commence à sourdre. Si même nos fidèles parmi les fidèles déclinent alors qui va dire oui, lâche un conseiller presque désemparé. 20h30, changement de tactique. Macron pivote vers Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais caché son appétit pour Matignon. Celui-là au moins ne refusera pas. En théorie. Darmanin, lui, est en pleine réunion préfectorale à Lille quand la sonnerie présidentielle retentit. Sa réponse diplomatique mais lourde de sens « Monsieur le Président, je suis honoré, mais laissez-moi 24 heures pour réfléchir. C'est une décision qui engage toute une vie. » Cette fois, ce n'est pas un non, mais ce n'est pas davantage le oui franc et massif que Macron espérait. Et l'intéressé le ressent physiquement, sa position s'étiole heure après heure. Pendant ce temps, les chaînes d'infos tournent en boucle sur la crise. Les bandeaux défilent. Emmanuel Macron face au défi de sa vie politique. Qui pour remplacer l'irremplaçable Lecornu? Autant de gifles médiatiques en direct. Dans son bureau, le président fait défiler nerveusement son répertoire. Elisabeth Borne, trop plombée par les échecs d'hier, Gabriel Attal, trop vers le sévi et court, Marlène Schiappa. Totalement hors sujet vu le contexte. 20 et 1h30. Nouvelle cartouche, nouveau numéro composé. Cette fois direction François Bayrou, le patron du MoDem, l'allié indéfectible depuis 2017. Président du Haut Commissariat au plan L'Homme à l'envergure, il a le parcours. Macron attaque directement. François, j'ai besoin de vous.
Mais la réponse polie mais ferme ne laisse aucune marge. Emmanuel, vous connaissez ma loyauté. Mais à 75 ans, Matignon relèverait de l'épreuve physique. Et puis, mes électeurs de Pau ne comprendraient pas un tel choix. Troisième refus. Le compteur s'affole. La situation vire au rouge vif. Il est bientôt 22 heures et Macron n'a toujours aucun nom à mettre sur la porte de Matignon. C'est là qu'Alexis Kohler intervient, changement de cap stratégique dans la voie « Monsieur le Président, il va falloir envisager un profil radicalement différent. Quelqu'un de moins politique peut-être, un technocrate, un haut fonctionnaire. » 22h15. Macron s'exécute et appelle Jean Castex. L'ancien chef du gouvernement désormais retiré à la mairie de Prades connaît la maison par cœur. Jean la République a besoin de votre expérience. La réplique cependant claque comme une porte qui se ferme. Emmanuel, j'ai déjà donné à Matignon. Le sacrifice personnel a été colossal. Ma famille en a payé le prix fort, je ne recommencerai pas. Quatrième refus, 4-0 pour les absents. Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, les conseillers basculent carrément dans la panique. Et si on ne trouvait personne, chuchote l'un d'eux, les yeux écarquillés. Désespéré, Macron sort alors la carte Michel Barnier. L'ancien négociateur en chef du Brexit, figure incontestée de la droite républicaine, peut-être pourrait-il incarner cette ouverture tant recherchée. Michel, la France traverse une crise sans précédent. Votre expérience européenne, mais encore une fois, la fin de non-recevoir tombe implacable. Monsieur le Président, je suis honoré. Mais à mon âge, le défi serait démesuré. Et les républicains, franchement, ne le comprendraient pas. Cinquième refus, 5 sur 5. Il est presque 23 heures. Toujours pas de Premier ministre. Et pendant ce temps-là, les réseaux sociaux s'embrasent. Macron en panique explose dans les tendances Twitter. Les oppositions politiques, elles n'attendent pas une seconde pour dégainer. Marine Le Pen tweet, cinglanté, Macron découvre qu'il est seul. Personne ne veut plus porter sa politique d'échec. Jean-Luc Mélenchon surenchérit plus corrosif encore. Le roi nu cherche désespérément des courtisans. Mais qui voudrait hériter d'un tel bilan catastrophique? Et à 3h30, dans son bureau, Macron s'effondre littéralement dans son fauteuil. Les bras le long du corps, le regard vide. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» murmure-t-il à l'adresse d'Alexis. « Sébastien, c'était notre pilier, notre seul véritable repère. Sans lui, on n'a plus personne. » Cette confession rarissime venant d'un chef d'État en dit long sur l'ampleur du désastre. En 18 mois à peine, le cornu était devenu tout simplement irremplaçable. C'était lui qui éteignait les incendies, lui qui parlementait avec les députés récalcitrants, lui qui portait sur ses épaules les dossiers les plus épineux. Son départ, pas un vide, un gouffre. Minuit, ultime tentative de la soirée. Direction Catherine Vautrin, ministre déléguée au territoire. Catherine, vous avez tout l'ancrage local, l'expérience nationale. Réponse presque gênée. Monsieur le Président, votre confiance me touche vraiment. Mais Matignon, je ne me sens pas à la hauteur, le poids est trop lourd. Sixième refus, la nuit sera longue, très longue. 0h30, épuisé, le président rend les armes pour quelques heures seulement. On reprend demain matin, il faudra bien que quelqu'un finisse par dire oui, sauf que le sommeil lui refuse de venir. Et toute la nuit, Macron repense aux mois écoulés aux côtés de Lecornu. Les crises traversées ensemble, les batailles menées épaule contre épaule, cette complicité improbable qui, au fil du temps, s'était tissée entre les deux hommes. 6 heures. Macron est debout depuis 1 heure déjà. Les journaux du matin sont étalés devant lui. Et tous, sans exception, titrent sur la crise. Macron en quête d'un premier ministre introuvable. L'Élysée dans la tourmente. Les unes sont féroces. Un conseiller entre « Monsieur le Président, les marchés sont nerveux. L'euro décroche face au dollar. Il faut stabiliser tout ça et vite. » 7h30. Le président reprend ses appels. Cette fois, il élargit considérablement le champ. Il tape à des portes moins évidentes. Stéphane Travert, ex-ministre de l'Agriculture, Jacqueline Gouraud, ex-ministre de la Cohésion des Territoires, et même Marlène Schiappa en dépit de toutes les réticences. Résultat, tous déclinent, poliment, mais fermement. L'ampleur de la tempête gouvernementale, l'instabilité politique ambiante, la chute libre des sondages présidentiels, tout ça dissuade même les plus assoiffés de pouvoir. 8 heures, et là la vérité insupportable commence à s'imposer à Macron, personne, mais alors personne ne veut succéder à Lecornu.
Dans la salle, un conseiller ose timidement, presque en s'excusant. « Monsieur le Président ?» Et si on rappelait Sébastien, peut-être reviendrait-il sur sa décision. Silence glacial dans la pièce. Parce que rappeler Lecornu après 12 heures de recherche infructueuse, ce n'est pas une option parmi d'autres. C'est avouer l'échec total. C'est reconnaître noir sur blanc sa dépendance absolue à son Premier ministre. 8h30. Et pourtant, l'orgueil présidentiel ploie enfin sous le poids du réel politique. Du bout des lèvres, Macron murmure « Appelez Sébastien ». Alexis Kohler hésite. Il cherche ses mots. « Monsieur le Président, vous êtes vraiment sûr parce que ça va forcément filtrer. Tout le monde le saura. » Mais Macron tranche sec comme une lame. « Appelez-le ». La ligne se connecte. Lecornu, presque neutre. « Bonjour Emmanuel ». Le président enchaîne voix tendue, formule choisie. « Sébastien, il faut qu'on parle. Cette démission, peut-être qu'on peut s'arranger. » Froide Lecornu. « Emmanuel, ma décision et ses prises. Je vous ai exposé mes raisons hier soir. » Et là, Macron s'enfonce un cran plus bas. « Mais Sébastien, la France a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Ces dernières heures m'ont fait réaliser à quel point vous êtes indispensable. » Arrêtons-nous une seconde. Ce qu'on vient d'entendre, c'est inédit. Pour la toute première fois depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, est en train littéralement de supplier l'un de ses collaborateurs. 9 heures, la conversation s'éternise. Macron empile les arguments comme on empile des sacs de sable contre une digue qui cède l'intérêt national, la stabilité des institutions, l'urgence des dossiers en cours. Lecornu lui reste maître du tempo. « Emmanuel, vous me demandez de revenir sur une décision longuement pesée. Il faudrait des garanties, des changements profonds dans notre manière de travailler. » Voilà, une ouverture mince, mais bien réelle. 9h45, Macron se jette dedans. Quelle garantie, Sébastien, dites-moi ce qu'il faut changer et on le changera. Et là, attention, le moment est historique, la capitulation est totale. Tail. Le président de la République française est en train de négocier sa propre survie politique avec son premier ministre démissionnaire. Lecornu sort alors sa liste et il ne fait pas dans la dentelle davantage d'autonomie dans la composition du gouvernement, un droit de veto sur certaines décisions présidentielles, la garantie formelle de ne plus jamais être désavoué publiquement. Accordé, lâche Macron sans même marquer une pause. Tout ce que vous voulez, Sébastien, revenez à Matignon. 10h30. Je vais y réfléchir, concède enfin Lecornu. Laissez-moi quelques heures. Et cette simple réponse, même floue, même dilatoire, c'est déjà une victoire pour Macron. Parce qu'après 13 heures de panique absolue, il entrevoit enfin au bout du tunnel une porte de sortie. Dans l'entourage présidentiel, un soulagement presque physique commence à circuler. Sébastien va accepter, chuchotent les conseillers dans les couloirs. Il ne peut pas laisser tomber le président comme ça. Enfin, c'est ce qu'ils veulent croire. Sauf que l'attente, elle recommence. Et cette fois, elle se savoure. Lecornu se fait désirer et pas n'importe comment. Il mesure à la seconde près sa nouvelle position de force. Chaque minute qui passe, c'est une minute de plus où il tient le président en laisse. Nouveau coup de fil de Macron. « Sébastien, avez-vous tranché ?» Réponse pleine de retenue calculée, évidemment. J'y réfléchis encore, Emmanuel. C'est une décision importante. 12h30. Les médias commencent à flairer l'affaire. Les rédactions évoquent déjà la possibilité d'un retour. BFM TV balance son bandeau. Source concordante à l'Élysée, des négociations seraient en cours. L'info essaie de lâcher dans la nature, impossible à rattraper. Troisième appel de Macron dans la même journée. Et cette fois, le président ne masque même plus l'urgence. Sébastien, les marchés sont nerveux. L'opposition nous tire dessus à boulet rouge. Il faut que vous reveniez. Le cornu impassible déroule sa liste de conditions version définitive. Emmanuel, si je reviens, ce sera à MES conditions. Plus jamais de désaveu public. Plus jamais de décision prise sans me consulter. Réponse immédiate, sans le moindre frémissement. C'est entendu, Sébastien. Vous aurez toute ma confiance. 13h30. Et voilà, le verdict tombe. Très bien, concède enfin Lecornu. Je retire ma démission, mais n'oubliez pas nos accords. L'annonce. Un véritable séisme dans le paysage politique français. Moins de 24 heures après avoir claqué la porte Sébastien Lecornu,
reprend ses fonctions de Premier ministre, comme si de rien n'était sauf que plus rien n'est comme avant. Le communiqué officiel de l'Élysée tombe froid et laconique. M. Sébastien Lecornu retire sa démission et reprend ses fonctions de Premier ministre de la République française. Point, il y a la ligne, rien d'autre. Et pourtant, ces quelques mots font l'effet d'une bombe qu'on vient de balancer au milieu du paysage politique français. Sur les réseaux sociaux, l'explosion est immédiate. Les commentaires pleuvent, les pics fusent, les oppositions jubilent. Macron a capitulé. 24 heures pour comprendre qu'il est nu sans Lecornu. Voilà le genre de formules qui circulent en boucle, reprises, partagées, amplifiées. 14h30, conférence de presse improvisée dans l'urgence à l'Élysée. Et là, il faut le voir pour y croire. Macron, visiblement marqué le visage, tiré la voix qui flanche, tente tant bien que mal de justifier ce spectaculaire retour en arrière. Les circonstances ont évolué. Monsieur Lecornu a accepté de poursuivre sa mission dans l'intérêt supérieur de la nation. Sauf que les mots sonnent creux, et tout le monde le perçoit. Les journalistes, eux, ne lâchent rien. Ils se tirent à vue. Monsieur le Président, n'avez-vous pas été humilié par votre Premier ministre? Comment expliquez-vous qu'aucune personnalité politique n'ait accepté de remplacer Monsieur Lecornu? La réponse présidentielle. Une esquive de manuel. La politique, c'est l'art du possible. Nous avons trouvé la meilleure solution pour la France. Formule toute faite. Langue de bois pure et dure. Personne n'est dupe. Pendant ce temps, dans les couloirs du Palais Bourbon, les députés n'en reviennent tout simplement pas. Macron vient d'exhiber sa faiblesse absolue, commente un élu d'opposition. Il est devenu purement et simplement l'otage de son Premier ministre. Et le mot est lâché otage, il fera florès dans les heures qui suivent. 15h30, Lecornu fait son retour à Matignon, et là le spectacle vaut son pesant d'or. Les caméras sont massées devant l'hôtel. Flash, micro, tendu, bousculade. Lecornu, lui, il descend de sa voiture détendu, souriant, presque guilleré. Il salue les journalistes d'un geste, traverse la cohue et ne lâche pas un mot, pas un seul. Silence total. Et ce silence, mesdames et messieurs, est plus bavard que le meilleur des discours. Parce qu'en se taisant, Lecornu vient de démontrer aux yeux de toute la France son caractère absolument indispensable. Dans son bureau retrouvé à Matignon, les félicitations pleuvent. Un collaborateur lui lance « Mi-admiratif, mi-amusé, Monsieur le Premier ministre, vous venez de donner une sacrée leçon de pouvoir au président de la République. » La formule claque. Elle résume tout. 16h30, premier conseil des ministres post-crise. Et l'atmosphère, elle est purement électrique. Macron, en bout de table, s'efforce désespérément de faire comme si rien, absolument rien ne s'était passé. Mais autour de lui, tous le savent, tous. L'équilibre du pouvoir a basculé. Définitivement. Lecornu n'est plus simplement Premier ministre. Il est devenu l'homme indispensable. Celui sans qui désormais plus rien ne fonctionne dans la République. Les premières analyses politiques pleuvent dru. Et elles ne font pas dans la demi-mesure. Macron vient de perdre toute autorité, écrit noir sur blanc un éditorialiste du Figaro. En 24 heures, il a démontré qu'il était incapable de gouverner sans Lecornu. Verdict cinglant. Imprimé. Public. 17h30. Et bien sûr, du côté de l'opposition, on ne perd pas une seconde pour tirer profit de cette faiblesse affichée. Marine Le Pen dégaine la première lapidaire. Macron est fini. C'est fini. Il vient de prouver qu'il n'était qu'un président fantoche manipulé par son Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon enchaîne tout aussi incisif. Cette crise révèle la vraie nature du macronisme, un homme seul, sans réseau, totalement dépendant de son entourage. Les coups portent durement. 18 heures, sondage express et là la gifle est numérique. La cote de confiance de Macron s'écroule de 8 points en une seule journée. 8 points. Pendant que paradoxe savoureux, celle de Lecornu, elle grimpe. Ce Premier ministre qu'on pensait à terre vient en réalité de décrocher le jackpot de l'opinion publique. 18h30. Dans le bureau présidentiel, Macron fait le bilan de cette journée apocalyptique avec son premier cercle. Alexis Kohler, en bon soldat, tente de raccrocher une note positive au marasme. Nous avons évité le pire, Monsieur le Président. Sébastien est revenu. Le gouvernement tient debout. Mais la réponse de Macron, elle est amère, d'une amertume glaciale. Alexis, j'ai passé 24 heures à supplier tous mes anciens ministres de me venir en aide. Tous.
Et tous m'ont dit non. Ensuite, j'ai dû implorer Sébastien de revenir. C'est sans discussion l'humiliation la plus cuisante de toute ma carrière politique. Voilà, c'est lâché. Et aucun des conseillers présents n'ose contredire. Les conséquences de cette crise, elles commencent déjà à prendre forme. Concrètement, dans les faits, le Cornu, fort comme jamais de sa position renforcée, annonce une série de changements structurels dans l'organisation gouvernementale. Et le ton désormais ne laisse aucune place à l'ambiguïté. À partir de maintenant, toutes les décisions importantes passeront par Matignon. L'Élysée devra nous consulter avant toute annonce majeure, ce qui se joue là une véritable révolution de palais, mais silencieuse, sans coup de feu, sans tambour ni trompette. Le Premier ministre est en train de s'emparer tranquillement mais sûrement du contrôle effectif du gouvernement. 19h30. Et Macron lui découvre à ses dépens avec une amertume qui lui reste en travers de la gorge les nouvelles règles du jeu. Un appel arrive, le Cornu au bout du fil. Emmanuel, j'ai vu que vous comptiez annoncer la réforme des retraites demain. Il faudrait qu'on en discute d'abord, vous et moi. Qu'on se comprenne bien. Le président de la République française élu au suffrage universel direct doit désormais demander l'autorisation à son propre Premier ministre avant de s'exprimer publiquement. On n'est plus dans la Ve République, on est dans quelque chose d'autre. Un régime nouveau, un régime sans nom. Dans les rédactions, les journalistes décortiquent cette redistribution spectaculaire des cartes. Et la formule qui revient en boucle lâchée par un spécialiste des institutions est particulièrement lourde de sens. Les Cornus viennent tout simplement de réaliser un coup d'État constitutionnel. Coup d'État, le mot est posé. Et il est d'une violence absolue. 20h30, l'humiliation présidentielle a atteint son point de non-retour. Elle est totale, intégrale. En 24 heures chrono, Emmanuel Macron est passé du statut de président tout-puissant, celui qui règne, qui tranche, qui décide, à celui autrement moins reluisant d'otage politique de son propre Premier ministre. Ce soir-là, dans le silence de sa chambre, au moment de se coucher, Macron prend la pleine mesure de sa défaite. Et l'ironie, elle est d'une cruauté raffinée, il avait voulu se séparer de les Cornus. Oui, c'était son projet initial. Sauf qu'à la fin de l'histoire, c'est Le Cornu qui a pris le contrôle intégralement. Ces 24 heures qui ont suivi la démission resteront gravées dans les livres d'histoire. Comme ce moment précis, unique, inédit où un président de la République a perdu l'intégralité de son pouvoir réel, contraint, forcé, obligé de supplier son Premier ministre de bien vouloir, s'il vous plaît, accepter de continuer à gouverner avec lui. Et 3 mois plus tard, la crise continue de sculpter la vie politique française comme un couteau dans du bois tendre. Macron n'a jamais récupéré l'autorité qu'il a perdue cette nuit-là. Pendant ce temps, le Cornu lui gouverne. En maître absolu, il tranche tous les dossiers importants. Il impose le tempo. Un député d'opposition résume la situation avec une cruauté chirurgicale. C'est le Cornu qui préside. Macron, lui, se contente de suivre. À tout petit, ici. 6 mois plus tard, sommet européen. Et la faiblesse présidentielle à ce stade est visible aux yeux du monde entier. Ce n'est plus un secret de couloir, c'est un fait diplomatique. Macron ne décide plus rien, confie un chef d'État européen à ses conseillers. Celui qu'il faut convaincre désormais, c'est son Premier ministre. Entendez bien ce qui vient de se dire là. La France, 5e économie mondiale puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, est désormais représentée à l'international par quelqu'un que les autres dirigeants considèrent comme un intermédiaire, un messager. L'humiliation de ces 24 heures, ces petites 24 heures de mars a durablement, profondément, peut-être définitivement affaibli Emmanuel Macron. Elle a transformé Sébastien Lecornu en véritable homme fort du régime et accessoirement, elle a étalé au grand jour sous les projecteurs toutes les failles enfouies du système politique français. Cette crise, il faut le dire clairement, restera comme l'une des plus significatives de toute la Ve République. Le moment précis où un président découvre dans la douleur qu'il n'est absolument rien sans son Premier ministre, et où symétriquement ce même Premier ministre comprend qu'il peut tout obtenir, tout à la condition expresse de savoir dire non au bon moment. Histoire vraie. Capitulation présidentielle en 24 heures chrono. Et 1 an plus tard, 1 an après cet épisode traumatisant, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas remis de cette humiliation. Toujours pas. Dans l'intimité loin des caméras et des micros, Macron se livre à ses proches et ce qu'il dit, c'est lourd.
Très lourd, ces 24 heures m'ont appris que je n'étais rien sans Sébastien. C'est de loin la leçon la plus dure de ma vie politique. Rien. Le président de la République vient de prononcer le mot « rien » en parlant de lui-même. Et cette simple confession glissée à mi-voix entre deux portes révèle à elle seule l'ampleur du traumatisme qui l'habite. Rappelons de qui l'on parle. Cet homme, c'est celui qui avait conquis l'Élysée à 39 ans, l'enfant terrible de la politique française, celui qui avait défié, piétiné, pulvérisé tous les codes. Et le voilà aujourd'hui qui découvre à son corps défendant sa fragilité la plus absolue. Emmanuel a vieilli de 10 ans en une seule nuit, observe un proche avec une lucidité qui fait froid dans le dos. Cette crise l'a cassé, psychologiquement. Il ne s'est jamais vraiment remis de cette démonstration publique de faiblesse. Et effectivement, après la crise, le comportement présidentiel n'est plus le même. Plus du tout. Là où autrefois Macron fonçait impulsif, cassant, autoritaire, désormais il consulte, systématiquement. Pour chaque décision importante, il passe d'abord par le cornu. Un ministre témoin direct résume la chose sans détour. Il a peur de le contrarier. Emmanuel redoute qu'une nouvelle crise éclate. Il marche littéralement sur des œufs avec Sébastien. Cette nouvelle dynamique, mesdames et messieurs, bouleverse de fond en comble le fonctionnement traditionnel de la Ve République. Rien de moins. Le Premier ministre, qui constitutionnellement devrait se tenir dans l'ombre du président, n'y sait plus. Il est sorti dans la lumière. Il est devenu son égal. Et même, disons-le carrément, son supérieur hiérarchique de fait. Le cornu gouverne, Macron lui se contente d'accompagner, résume un député d'opposition, formule d'une cruauté chirurgicale qui en quelques semaines fait le tour de tous les couloirs politiques parisiens. Mais ce n'est pas tout. Parce que les ondes de choc de cette crise, elles ne se limitent pas à l'Hexagone. Loin de là. Les conséquences sur la scène internationale sont elles aussi absolument massives. Prenez le sommet du G7 en Italie 6 mois après l'épisode. Les autres dirigeants mondiaux, eux, ont remarqué. Et comment? Joe Biden en aparté avec ses conseillers, Emmanuel a l'air diminué, il consulte en permanence son téléphone sans doute pour recueillir l'avis de son premier ministre sur chaque dossier. Voilà, c'est dit par le président des États-Unis lui-même. Et Angela Merkel, pourtant connue pour sa discrétion légendaire, pour sa retenue presque maladive, n'a pas pu s'empêcher de pointer le changement. Macron n'est plus le même homme. Cette crise française l'a profondément marqué. Des observations internationales comme celle-là ne trompent pas. Elles révèlent une chose, une seule, mais fondamentale, l'humiliation présidentielle a allègrement débordé des frontières françaises. Elle se raconte désormais dans toutes les chancelleries du monde, et la crédibilité de la France dans tout ça, elle en prend un coup, un sacré coup même. Un diplomate européen à qui on peut faire confiance sur ce terrain résume la chose avec une clarté implacable. Quand le président d'un pays se retrouve à la merci de son propre Premier ministre, c'est toute la nation qui perd en influence. Et il faut écouter cette phrase, vraiment l'écouter, parce qu'elle ne concerne pas seulement Macron, elle concerne 50 millions de Français, leur poids dans le monde, leurs intérêts sur la scène internationale. Du côté de l'écornu, en revanche, la crise a révélé un animal politique d'une redoutable, que dis-je, d'une spectaculaire efficacité tactique. En 24 heures chrono, il a réussi à renverser totalement, intégralement, définitivement le rapport de force avec l'Élysée. Un ancien Premier ministre, à la fois admiratif et fasciné, analyse le coup de maître. Sébastien a joué là une partie d'échec magistrale. Il a fait comprendre à Macron qu'il était indispensable. Et aujourd'hui, il gouverne avec une autorité que peu de ses prédécesseurs ont jamais connue. Cette autorité toute neuve, elle ne reste pas théorique. Loin de là. Elle se traduit concrètement au quotidien dans la gestion même du gouvernement. Tous les dossiers importants, absolument tous, passent désormais par Matignon. L'Élysée, ce temple sacré du pouvoir français, est devenu quoi? Une simple chambre d'enregistrement. Rien de plus. Un conseiller de Lecornu, et là c'est glaçant, ose le dire à haute voix, nous préparons les arbitrages à Matignon. Puis nous les transmettons à l'Élysée pour validation. Mais dans les faits, la validation présidentielle n'est plus qu'une simple formalité. Une simple formalité. Voilà ce qu'est devenu le sceau du président de la République. Et cette inversion complète des rôles constitutionnels, elle commence sérieusement à inquiéter les constitutionnalistes, les vrais, ceux qui tiennent la boussole institutionnelle de la République. Dominique Rousseau tire la sonnette d'alarme sans prendre de gants. Nous assistons en direct à une dérive du régime.
Le Premier ministre devient de fait le véritable chef de l'exécutif. De fait, autrement dit pas sur le papier, pas dans la Constitution, mais dans la réalité concrète du pouvoir. Et c'est précisément ça qui fait peur. Sauf que ce scénario, il arrange parfaitement Lecornu. Évidemment, fort de sa légitimité toute fraîche, il impose sa vision politique sans plus rencontrer la moindre contrainte présidentielle. Un politologue pince sans rire décrypte la mécanique. Sébastien a saisi dès le départ que Macron était faible. Maintenant, il en profite pour gouverner comme il l'entend, avec une liberté totale. Total. Le mot est posé, le mot est posé. Et cette liberté, on la retrouve partout, sur absolument tous les fronts. Politique, économique, sociale, internationale. Lecornu tranche. Macron suit. Point. C'est devenu la règle, la nouvelle normalité. L'exemple le plus frappant, impossible de passer à côté, la réforme des retraites de septembre 2026. Macron voulait un report à 65 ans. Lecornu préférait 64. Et devinez quelle version a été adoptée, celle de Lecornu, sans l'ombre d'une discussion. Un journaliste visiblement médusé raconte l'épisode. Le président a annoncé 65 ans le matin, et l'après-midi même, il annonçait 64. Entre les deux, Lecornu l'avait tout simplement fait changer d'avis. En quelques heures, sur une réforme emblématique, voilà à quoi ressemble désormais le quinquennat. Cette anecdote presque incroyable tellement elle est parlante illustre à la perfection la nouvelle hiérarchie gouvernementale. Lecornu impose, Macron s'adapte, et voilà. Tout est cela résumé en deux verbes. L'opposition politique, elle ne se fait pas prier pour exploiter jusqu'à l'os cette faiblesse présidentielle devenue chronique. Marine Le Pen enchaîne les attaques comme on enfonce des clous. Macron n'est plus qu'un président fantoche manipulé par son Premier ministre. Mélenchon surenchérit, l'image est cinglante. Nous avons un régime à deux têtes, mais une seule qui pense. Et c'est celle de Lecornu. Deux têtes, une seule qui pense. Ça vous parle à toute la France, oui. Et ces attaques, aussi violentes soient-elles, elles touchent juste, terriblement juste. Parce que Macron, il faut le dire clairement, ne parvient tout simplement plus à incarner cette autorité présidentielle traditionnelle sur laquelle repose toute l'architecture de la Ve République. Un chroniqueur avec un sourire en coin lâche alors la formule qui va faire le tour du landerneau médiatique. Emmanuel souffre de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm politique. Il est devenu dépendant de celui-là même qui l'humilie. Et cette dépendance, elle est palpable, visible à l'œil nu, dans tous les grands rendez-vous politiques. Les vœux présidentiels du 31 décembre 2027, Macron a consulté Lecornu jusqu'à la toute dernière minute. Un conseiller témoin direct révèle l'incroyable. Le discours a été relu, corrigé, retouché par Matignon. Emmanuel n'ose plus s'exprimer publiquement sans l'aval préalable de Sébastien. Lisez bien. Le président de la République n'ose plus parler sans validation. Des vœux aux Français. Le moment le plus sacré, le plus personnel, relu par Matignon. Cette situation ubuesque, au sens le plus pur du terme, interroge la nature même du pouvoir sous la République. Posons la question franchement, un président élu au suffrage universel direct est-il, oui ou non, devenu l'otage de son Premier ministre, lui pourtant simplement nommé? L'historien Jean Garrigues tranche et sa conclusion fait froid dans le dos. C'est une première dans toute l'histoire républicaine française. Jamais, absolument jamais, un président n'avait été à ce point dominé par son propre Premier ministre. Et cette domination, attention, elle ne s'arrête pas aux grandes décisions stratégiques. Non, 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 elle s'immisce partout. Jusque dans les détails les plus prosaïques, les plus anecdotiques, les plus intimes. Lecornu choisit la liste des invités au dîner de l'Élysée. Il valide l'agenda présidentiel ligne par ligne. Il supervise les déplacements. Un huissier du palais qu'on ne soupçonnerait pourtant pas de bavardage témoigne « Sébastien contrôle tout ». Absolument tout, même les menus des repas officiels doivent désormais passer par Matignon pour validation. Les menus. Vous avez bien entendu, les menus des repas officiels de l'Élysée, validés par Matignon. Cette micro-gestion obsessionnelle révèle comme rien d'autre l'ampleur véritable de l'emprise lecornienne sur l'appareil présidentiel tout entier. Plus rien, mais littéralement plus rien n'échappe au regard du Premier ministre. Face à cette situation devenue intenable, l'entourage historique de Macron, celui des grandes heures, celui des débuts glorieux, commence à s'inquiéter très sérieusement. Alexis, Kohler, Ismaël, Émélien, Sibeth, Ndiaye. Les fidèles des fidèles.
Les compagnons de route, tous sans exception, constatent l'affaiblissement dramatique de leur champion. L'un d'eux confie dépité « Emmanuel n'est plus le même, cette humiliation l'a brisé. Il doute de tout désormais, même de ses plus proches collaborateurs. Et cette crise de confiance généralisée, cette méfiance qui ronge tout finit par paralyser l'action présidentielle elle-même. Macron hésite, tergiverse, reporte les décisions difficiles. Un ministre lucide résume le basculement. Le président qui fonçait tête baissée, celui qui décidait à l'instinct, qui tranchait dans le vif, est devenu quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Et paradoxalement, suprême ironie, cette prudence nouvelle le dessert complètement. Parce que, pendant que Macron hésite, le cornu lui tranche. Rapidement, sèchement, efficacement. Et cette différence de tempo, elle ne fait que renforcer chaque jour un peu plus l'autorité déjà écrasante du Premier ministre. Un de ses conseillers, pas peu fier, explique la doctrine Maison. Sébastien a compris une chose essentielle. La politique, c'est l'art de la décision rapide. Pendant que l'Élysée réfléchit, Matignon agit. Et cette philosophie de l'action immédiate, mesdames et messieurs, elle séduit. Elle séduit massivement. Les Français épuisés par les années d'indécision gouvernementale qui ont précédé y trouvent enfin ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Et dans les sondages, la préférence, elle ne laisse plus aucune place au doute. Elle est limpide, brutale. 67%, 67% des Français déclarent faire davantage confiance à Lecornu qu'à Macron pour prendre les bonnes décisions rapidement au bon moment. 67%. Lisez ce chiffre à voix haute, il est écrasant. Et ces chiffres-là pour l'Élysée, ce n'est plus un mauvais sondage, c'est une catastrophe industrielle. Il confirme noir sur blanc l'inversion totale de la popularité entre le président et son premier ministre. Un sondeur visiblement sonné lui-même par ses propres chiffres commente « C'est tout simplement historique. Jamais un premier ministre dans toute la Ve République n'avait été à ce point populaire au détriment direct de son président. » Et cette popularité galopante de Lecornu, bien évidemment, nourrit les spéculations. Elle les alimente même, elle les dope. Beaucoup, désormais, voient clairement en lui le futur candidat naturel de la majorité présidentielle pour 2027. Et même si Emmanuel tente une nouvelle candidature, il aura toutes les peines du monde à la justifier face à Sébastien. Cette perspective, une candidature Lecornu, terrorise littéralement l'Élysée, parce que ce serait pour Macron l'humiliation ultime. La suprême, être remplacé purement et simplement par celui-là même qui l'aura dominé pendant tout son quinquennat. Un proche confie à voix basse, Emmanuel redoute cette éventualité plus que tout. Il sait parfaitement bien que Sébastien a tous les atouts pour lui succéder. Et justement, parlons-en de ces atouts. Ils sont indéniables, indiscutables, imparables. La popularité, il l'a. L'expérience gouvernementale, il l'a. Le réseau politique, il l'a. Et surtout, cette image d'efficacité qui fait mouche à chaque fois. Un politologue résume l'opposition entre les deux hommes et le verdict est sans pitié. Lecornu incarne la compétence face à l'amateurisme macronien. Point. Si l'élection présidentielle avait lieu demain matin, il serait très largement favori. Cette analyse, partagée par un nombre grandissant d'observateurs sérieux, révèle l'ampleur réelle du bouleversement politique qui s'est opéré en quelques mois seulement à la suite de cette crise historique. Et le bilan sans appel. Aucun. Emmanuel Macron a perdu toute autorité réelle. Sébastien Lecornu gouverne en maître absolu. Et la Ve République, cette vénérable institution que De Gaulle avait pensé peser, architecturée, vit une expérience institutionnelle absolument inédite depuis 1958. Un historien politique livre sa conclusion et elle mérite d'être entendue. Ces 24 heures ont changé la France. Elles ont démontré par l'exemple qu'un président pouvait être réduit à l'impuissance totale par son propre Premier ministre. L'histoire, soyons-en certains, retiendra cette crise. Elle la retiendra comme l'une des plus significatives de toute la Ve République. Le moment précis, unique, cristallin où un président découvre qu'il n'est absolument rien sans son Premier ministre et où symétriquement ce même Premier ministre comprend qu'il peut tout obtenir, absolument tout, en sachant simplement dire non au bon moment. Alors, résumons, Emmanuel Macron voulait gouverner seul. Résultat, il s'est retrouvé gouverné par un autre. Sébastien Lecornu lui avait simplement accepté de servir. Résultat, il a fini par régner. En 24 heures, 24 petites heures, les rôles se sont inversés. Pour toujours. Et cette leçon politique, croyez-moi, elle restera gravée dans les mémoires.
Durablement, parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'on a trop tendance à oublier dans nos démocraties modernes. Le pouvoir, au fond, n'appartient pas nécessairement à celui qui a été élu pour l'exercer. Il appartient tout simplement à celui qui sait le prendre. Nuance fondamentale, nuance terrifiante. Mais l'histoire, et c'est là que ça devient vertigineux, ne s'arrête pas là. 2 ans après la crise, des éléments nouveaux totalement inattendus viennent éclairer l'épisode sous un jour radicalement différent. Mars 2028. Un ancien conseiller de Matignon publie un livre événement dans l'ombre du pouvoir et dans ses pages, il balance une révélation qui va tout changer. La démission de Lecornu n'avait rien, mais alors rien de spontané. Elle avait été orchestrée, préparée, calibrée. Jean-Baptiste Moreau écrit noir sur blanc, la démission n'était pas spontanée. Elle avait été soigneusement préparée pour tester la dépendance de Macron et renforcer notre position. Vous avez bien lu? Pour tester, pour renforcer. Il ne s'agissait pas d'un accès de colère. Il ne s'agissait pas d'un désaccord politique. Il s'agissait d'un plan, froid, méthodique. Et cette révélation, elle fait l'effet d'une bombe nucléaire dans le paysage politique français. Et pendant que l'opinion digère le choc, l'enquête judiciaire qui suit, parce qu'évidemment, il y a enquête, met au jour des enregistrements absolument compromettants. Des conversations privées, où l'on entend Lecornu lui-même en personne expliquer à ses proches. Et là, accrochez-vous bien, Emmanuel est faible psychologiquement. Si je le pousse à bout, il cédera sûrement. Je vous laisse mesurer la portée de cette phrase. Ce n'est plus de la politique, c'est de la manipulation pure, chirurgicale, prédatrice. Ces mots-là, ils achèvent en quelques secondes de ruiner ce qui restait de crédibilité au Premier ministre. L'opinion sidérée découvre un tout autre visage, plus celui d'un homme d'État providentiel, mais celui d'un manipulateur cynique prêt à instrumentaliser les institutions de la République elle-même, rien que pour son propre profit personnel. Le retour de bâton est immédiat, brutal, dévastateur. La popularité de Lecornu dégringole de 15,15 en quelques jours à peine, pendant que Macron lui bénéficie soudain d'un véritable capital de compassion dans l'opinion. L'arroseur arrosé, mai 2028, après une confrontation orageuse explosive à l'Élysée, Lecornu démissionne, définitivement cette fois, sans échappatoire possible. Son successeur Gabriel Attal, un visage connu, rassurant, qui incarne par sa seule présence le retour à une certaine normalité institutionnelle. L'ère de la manipulation est terminée. La République respire enfin. Alors aujourd'hui, 3 ans après cette crise historique, quel bilan peut-on tirer? Un bilan nuancé, complexe. Ni tout noir, ni tout blanc. Macron, d'un côté, a récupéré son autorité présidentielle. Les institutions ont repris leur forme normale. Le système a tenu, mais l'épisode, cette blessure l'a profondément marqué. Un proche confie, Emmanuel se méfie de tout le monde maintenant, de tout le monde. Il a appris à ses dépens qu'on pouvait être trahi par ses plus proches collaborateurs. Et cette méfiance-là, on ne s'en débarrasse jamais vraiment. De l'autre côté, Sébastien Lecornu, lui, il a tout simplement disparu, envolé, retiré dans sa Normandie natale, loin des projecteurs, loin des micros, il évite soigneusement, obsessionnellement le moindre contact médiatique. Un observateur lucide résume la chute. Sébastien paie aujourd'hui le prix fort de ses manipulations. Il a perdu toute crédibilité politique. Tout. Cette histoire, mesdames et messieurs, elle restera comme un véritable cas d'école. Un cas d'école de manipulation politique poussé à son degré le plus extrême. Elle illustre magnifiquement et cruellement à la fois 2 vérités simultanées. Comment un seul homme peut prendre le contrôle d'un État entier par la ruse, par le calcul, par la lecture froide des faiblesses de l'autre. 2. Comment cette même ruse, cette même intelligence froide finit par se retourner tôt ou tard contre celui qui l'a employé. La leçon finale, elle est limpide, cristalline. En démocratie, la manipulation peut fonctionner, temporairement, sur un temps court, mais la vérité, elle finit toujours par triompher. Et quand elle triomphe enfin, elle balaie tout, absolument tout sur son passage. L'affaire Lecornu-Macron, à partir de maintenant et pour longtemps, restera dans les annales politiques comme l'exemple parfait, l'exemple ultime de cette règle immuable de la démocratie. Une règle qu'aucun homme politique, aussi brillant soit-il, ne peut espérer contourner impunément. Contourner impunément. Contourner impunément. Contourner impunément.